Lorsque les lumières sont éteintes, les caméras sont allumées. Dans cette obscurité, les vies secrètes des détenus sont mises en lumière. Derrière les murs de la prison, les règles sont différentes et les vraies actions ne commencent qu'au coucher du soleil. Ces femmes oublient qu'il y a des caméras dans les cellules avec elles, filmant chaque rencontre torride. Des rencontres scandaleuses aux liaisons interdites, rien n'est exclu. De la prison de l'Indiana à celle de Puyallup, les caméras voient tout et ces femmes sont prêtes à tout pour goûter au plaisir dans un environnement désagréable. Dans cette vidéo, rejoignez-moi pour ouvrir la porte des secrets interdits des femmes détenues. Prison du comté de Clark, le 24 octobre 2021, minuit passé. Un silence inquiétant règne dans les couloirs de la prison du comté de Clark. Mais sous ce vernis de calme, un sinistre complot était sur le point de se dérouler. Selon des poursuites fédérales, un ancien agent pénitentiaire, David Lowe, avait conclu un marché clandestin, vendant la sécurité des détenus pour la modique somme de $1 000. L'acheteur, un groupe de détenus masculins dont les intentions étaient loin d'être anodines. Au cours de la nuit, ces détenus masculins, désormais en possession de la clé de l'aile des femmes, ont commencé ce qui allait être des heures d'actes innommables. Les détenus, sans méfiance et sans défense, ont été soumis à un barrage d'agressions sexuelles, de menaces et d'intimidations. Les poursuites judiciaires allèguent que les appels à l'aide des femmes sont restés sans réponse, brossant le tableau d'une prison où les protecteurs sont devenus des complices. Dans la foulée, alors que le soleil se levait le 24, les autorités pénitentiaires ont dû faire face aux conséquences de leur inaction présumée. Le shérif du comté de Clark, Jamie Noel, ainsi que plusieurs officiers anonymes, se sont retrouvés au centre d'une tempête juridique. Les poursuites les accusent d'avoir, intentionnellement ou par négligence, permis aux détenus masculins d'accéder aux cellules féminines et de ne pas leur avoir porté secours pendant l'épreuve. Alors que l'aube se levait sur la prison du comté de Clark, la gravité des événements de la nuit commençait à jeter une ombre sur l'institution. Les forces de l'ordre devaient désormais démêler les circonstances qui avaient conduit à l'abus présumé de détenus. La réponse immédiate a consisté en une enquête interne, le département du shérif du comté de Clark étant aux prises avec les accusations formulées dans les poursuites judiciaires. À la suite de l'incident présumé survenu à la prison du comté de Clark, le système judiciaire a commencé à se pencher sur les graves accusations portées par les détenus. 2 plaintes fédérales ont été déposées, l'une en juin et l'autre ultérieurement, représentant 28 femmes, toutes identifiées comme Jane Doe. Ces poursuites étaient dirigées contre le shérif du comté de Clark, Jamie Noel, l'ancien agent pénitentiaire David Lowe et d'autres membres du personnel de la prison, dont le nom n'a pas été révélé. Les documents juridiques affirment que le personnel a, soit intentionnellement, soit par négligence, permis à des détenus masculins d'accéder aux cabines des femmes et qu'il n'a pas apporté son aide lors de l'incident. La communauté de Jeffersonville, dans l'Indiana, a réagi avec inquiétude à l'annonce de ces allégations. La perception qu'avait le public de l'établissement pénitentiaire local a été remise en question, et la nécessité d'obtenir des réponses et de rendre des comptes est devenue un sujet de discussion central pour les habitants. Les poursuites judiciaires, elles-mêmes, sont devenues un moyen pour les victimes de demander justice, dans le but de faire la lumière sur les événements de cette nuit d'octobre et de s'assurer qu'un tel manquement à la sécurité ne se reproduise plus. L'incident survenu à la prison du comté de Clark a mis en lumière la question cruciale de la sécurité des détenus et les responsabilités des établissements pénitentiaires en matière de protection des personnes qui leur sont confiées. Alors que les détails de l'affaire du comté de Clark continuent d'être traités par le système juridique, la conversation plus générale s'est tournée vers les droits des détenus et les mesures mises en place pour assurer leur bien-être. Au niveau national, cette affaire a suscité des discussions entre les législateurs, les groupes de défense et le public sur la nécessité de réformes systémiques pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. Des questions sont soulevées quant à l'adéquation des politiques et procédures actuelles, de la formation du personnel et de la surveillance dans les prisons et les établissements pénitentiaires. Le dialogue porte notamment sur l'examen de protocoles plus stricts pour l'accès aux clés, le renforcement de la surveillance et l'amélioration des mécanismes de signalement permettant aux détenus d'exprimer en toute sécurité leurs préoccupations concernant leur traitement. Melissa Thompson et Harvey Weinstein. Melissa Thompson, une jeune entrepreneuse entreprenante et motivée, a pénétré avec enthousiasme dans les couloirs sacrés des bureaux de la Weinstein Company en septembre 2011. Animée par l'optimisme et l'ambition, elle s'est lancée dans une mission visant à présenter la plateforme vidéo de pointe de sa start-up technologique, sans se douter que cette rencontre allait irrémédiablement modifier la trajectoire de sa vie. L'anticipation se mêle à l'appréhension lorsque Melissa entre dans la salle de réunion désignée, s'attendant à s'entretenir avec l'équipe marketing. Cependant, ses attentes ont été brusquement anéanties lorsque Harvey Weinstein s'est présenté seul, s'assurant rapidement une certaine intimité en fermant la porte derrière lui. Cette brusque entorse au protocole a fait froid dans le dos de Melissa,
qui s'est efforcé de garder son calme, se préparant ces angles morts, situés à des endroits stratégiques où les caméras ne pouvaient pas filmer les activités illicites, ont permis à Hadland de commettre ces actes répréhensibles sans être détecté. La victime, d'une détenue vulnérable, s'est retrouvée à la merci de l'abus de pouvoir d'Hadland. Dans un lieu où elle aurait dû se sentir protégée et en sécurité, elle est devenue la victime de la personne même chargée de son bien-être. L'impact psychologique et émotionnel que cela a dû avoir sur elle est inimaginable. La nature choquante de cet incident soulève de sérieuses questions sur les garanties et les protocoles en place dans le système correctionnel. Comment Hadland a-t-il pu exploiter les angles morts du système de surveillance? Y avait-il des signes avant-coureurs qui sont passés inaperçus? Ces questions appellent des réponses. En janvier 2024, un autre incident s'est produit dans l'enceinte du Heart of America Correctional Center, révélant une fois de plus le côté sombre des agissements d'Hadland. Selon la plainte pénale, Hadland aurait contraint une autre détenue à lui faire une fellation, profitant de sa position d'autorité et des angles morts du système de surveillance par caméra. La victime, déjà vulnérable en raison de son incarcération, s'est retrouvée piégée dans une situation horrible. L'abus de pouvoir et la manipulation d'Hadland ne lui ont pas laissé d'autre choix que de se plier à ses exigences. Le traumatisme psychologique qui lui a été infligé est inimaginable, car elle a été forcée d'endurer cette violation dans la sécurité supposée de l'établissement pénitentiaire. Lorsque les détails de ces incidents ont été révélés, les autorités ont rapidement pris des mesures. Anthony Lewis Hadland doit à présent répondre de 2 chefs d'accusation pour abus sexuels sur un pupille, des accusations lourdes de conséquences. Qualifiés de crimes de classe C, ces chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement. La gravité de ces accusations ne peut être sous-estimée. Les actes présumés d'Hadland ont non seulement violé la confiance placée en lui en tant qu'agent correctionnel, mais ont également trahi les principes mêmes de justice et de réadaptation que le système correctionnel vise à défendre. Les victimes méritent justice, et il est essentiel que la procédure judiciaire se déroule dans la transparence et l'équité. Cette affaire nous rappelle brutalement que personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa position ou son autorité. Elle souligne également l'importance de tenir les individus responsables de leurs actes, en particulier lorsqu'ils impliquent l'exploitation et l'abus de personnes vulnérables. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, il est essentiel que la communauté s'unisse et demande justice pour les victimes. Leurs voix doivent être entendues et des mesures doivent être prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le système correctionnel doit faire l'objet d'une évaluation approfondie afin de garantir la sécurité et le bien-être de tous les détenus. Les accusations portées contre Hadland, à savoir 2 chefs d'accusation d'abus sexuels sur un pupille, soulignent la gravité de sa conduite présumée. La procédure judiciaire déterminera son sort, mais les implications de ce scandale vont au-delà d'un seul individu. Il s'agit d'une sonnette d'alarme pour le système correctionnel dans son ensemble, qui exige une évaluation approfondie des garanties et des protocoles. Il est essentiel que des mesures soient prises pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. La sécurité et le bien-être des détenus doivent être prioritaires, et la confiance accordée aux agents pénitentiaires doit être maintenue. Les victimes méritent justice et leur voix doit être entendue. Prison de la ville de Puyallup, État de Washington. Dans la ville tranquille de Puyallup, nichée au cœur des États-Unis, se trouve un établissement pénitentiaire qui est récemment devenu le centre d'un scandale choquant. La prison municipale de Puyallup, autrefois réputée pour son respect strict des principes de justice, est aujourd'hui ternie par des allégations de fautes graves et de violations des droits de l'homme les plus élémentaires. L'incident a été révélé lorsqu'un dénonciateur courageux, qui avait travaillé dans les murs de la prison, a décidé de faire éclater la vérité. Cette personne, dont l'identité reste anonyme pour sa propre sécurité, a découvert l'existence de caméras secrètes placées à des endroits stratégiques de l'établissement. Ces caméras n'étaient pas destinées à la surveillance ou à la sécurité, mais plutôt à envahir la vie privée des détenus de la manière la plus dégradante et la plus humiliante qui soit. Les images capturées par ces caméras cachées ont révélé une réalité terrifiante. Des détenus, déjà privés de leur liberté et de leur dignité, ont été forcés de se déshabiller devant ces objectifs invasifs. Les caméras étaient stratégiquement placées dans des endroits où ces femmes auraient dû se sentir en sécurité et protégées, comme les douches et les toilettes. Au lieu de cela, elles ont été soumises à une surveillance constante, leurs moments les plus intimes étant enregistrés à leur insu et sans leur consentement. La violation de la vie privée de ces femmes n'est pas le seul problème qui se pose. Le fait qu'elles aient été obligées de se déshabiller soulève de sérieuses questions quant au traitement et au respect accordé aux détenus entre les murs de la prison municipale de Puyallup. Il s'agit d'un mépris flagrant de leurs droits humains fondamentaux et d'un abus de pouvoir manifeste de la part des personnes chargées de s'occuper d'elles. Lorsque la nouvelle de ce scandale a éclaté, l'onde de choc s'est propagée dans toute la communauté.
les familles des détenus, les militants et les citoyens concernés se sont rassemblés pour demander que justice soit rendue aux victimes et que les responsables répondent de leurs actes. L'indignation publique a été rapide et féroce, des personnes de tous horizons s'unissant dans leur condamnation d'actes aussi odieux. Les retombées de ce scandale ont été immenses. Plus de 30 femmes courageuses se sont manifestées et ont intenté une action en justice contre la prison pour le traitement inhumain qu'elles ont subi. Leur récit brosse le tableau d'un système qui n'a pas su les protéger et qui a permis que leur vulnérabilité soit exploitée à des fins de voyeurisme. L'incident de la prison municipale de Puyallup a suscité un débat national sur le traitement des détenus et la nécessité d'une surveillance plus stricte dans les établissements pénitentiaires. Il a mis en lumière les dessous sombres d'un système censé réhabiliter et rendre la justice, mais qui, au contraire, perpétue un cycle d'abus et de dégradation. Pour ces femmes, la violation qu'elles ont subie va bien au-delà de l'acte physique de se déshabiller. Il s'agissait d'une violation de leur identité, de leur autonomie et de leurs droits humains fondamentaux. L'impact émotionnel et psychologique d'une telle épreuve ne peut être surestimé. Imaginez que l'on vous force à vous déshabiller devant une caméra, en sachant que vos moments les plus intimes sont enregistrés sans votre consentement. La surveillance constante, l'atteinte à la vie privée et le mépris total de leur bien-être ont laissé à ces femmes un sentiment d'exposition, de vulnérabilité et de violation. De nombreuses femmes qui se sont manifestées ont décrit le profond sentiment de honte et d'humiliation qu'elles ont éprouvé à la suite des fouilles à nu. Elles se sont senties comme des objets, réduites à n'être rien d'autre que leur corps physique. Le traumatisme qui leur a été infligé a laissé des cicatrices durables, à la fois visibles et invisibles. La charge émotionnelle de cette violation est incommensurable. Ces femmes se sont retrouvées avec des sentiments d'anxiété, de dépression et d'un profond sentiment de méfiance. Les institutions même qui étaient censées les protéger ont trahi leur confiance et brisé leur sentiment de sécurité. En outre, les fouilles à nu ont perpétué un cycle de traumatisme et de revictimisation. Pour certaines de ces femmes, l'expérience a déclenché des souvenirs d'abus passés, exacerbant leur traumatisme existant et rendant encore plus difficile la guérison et le progrès. Il est essentiel de reconnaître que l'impact des fouilles à nu dépasse largement les murs de la prison. Le traumatisme subi par ces femmes continuera à les affecter longtemps après leur séjour à la prison de Puyallup. C'est une tâche qui restera à jamais gravée dans leur vie, un rappel douloureux des injustices qu'elles ont subies. La lutte pour une réforme systémique ne sera pas facile, mais le scandale de la prison municipale de Puyallup a allumé un feu dans le cœur de ceux qui croient en la justice et aux droits de l'homme. C'est un appel à l'action, une demande de changement et un appel que personne ne devrait être soumis à un traitement aussi dégradant, quelle que soit sa situation. SMP East Sutton. Stephen Harris, un agent pénitentiaire de 45 ans, est un visage familier de l'hôpital de East Sutton depuis plus de 10 ans. Connu pour son attitude stricte et son approche pragmatique, Harris s'était forgé une réputation de disciplinaire dans l'enceinte de la prison. Personne ne se doutait que derrière sa façade professionnelle se cachait un sombre secret. De l'autre côté de l'histoire, nous avons Emma Thompson, une détenue de 32 ans qui purge une peine au HMP East Sutton pour des délits liés à la drogue. Le passé trouble d'Emma Thompson l'a conduite sur la voie de la toxicomanie et de la criminalité, ce qui a finalement abouti à son incarcération. Derrière les barreaux, elle aspirait à la connexion et à la compréhension, à un sentiment d'appartenance dans un monde qui lui avait tourné le dos. C'est dans cet état de vulnérabilité que Thompson a attiré l'attention de Stephen Harris. Celui-ci, profitant de sa position de pouvoir, a commencé à s'intéresser à Thompson, la comblant d'attention et de faveur. Ce qui avait commencé comme des interactions innocentes a rapidement pris une tournure sinistre, Harris commençant à faire des commentaires déplacés et des avances à Thompson. Thompson, qui se sentait isolée et seule dans l'enceinte de la prison, a trouvé du réconfort dans l'attention qu'elle recevait de Harris. Cependant, elle s'est vite rendue compte que les intentions de ce dernier étaient loin d'être sincères. Harris a commencé à franchir mes limites, donnant à Thompson un sentiment de violation et d'impuissance. La liaison entre Harris et Thompson s'est poursuivie pendant plusieurs mois, Harris utilisant sa position d'autorité pour manipuler et contrôler la jeune femme. Il lui fait des remarques suggestives et la touche de manière inappropriée, laissant Thompson prisonnière d'un cycle d'abus. Après le scandale impliquant Stephen Harris et la détenue Emma Thompson, l'impact sur Thompson, la communauté et le système judiciaire a été profond. Pour Emma Thompson, les cicatrices émotionnelles laissées par les abus qu'elle a subis sont profondes et durables. Déjà accablée par un passé trouble, la trahison de la confiance par une personne en position d'autorité a encore plus ébranlé son sens de l'estime de soi. Elle s'est sentie violée, impuissante et s'est interrogée sur sa propre capacité à bénéficier de la justice et de la protection. Au sein de la communauté de Sutton-Valence, où se trouve le HMP East Sutton, des ondes de choc, d'incrédulité et d'indignation ont retenti.
La révélation qu'un agent pénitentiaire, chargé de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité des détenus, puisse abuser de son pouvoir d'une manière aussi odieuse, a brisé la confiance de la communauté. Les gens s'interrogent sur l'efficacité du système judiciaire et sur les mesures mises en place pour éviter que de tels abus ne se produisent. Le scandale a également mis en lumière les failles du système judiciaire lui-même. Malgré les preuves accablantes contre Harris, la décision du tribunal de le condamner à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général a laissé de nombreuses personnes désabusées. La clémence de la peine a suscité des inquiétudes quant à la capacité du système à protéger les personnes vulnérables et à faire en sorte que les personnes en position de pouvoir répondent de leurs actes. Cette affaire nous rappelle brutalement que les abus peuvent se produire n'importe où, même dans l'enceinte d'une prison. Elle met en évidence le besoin urgent de réglementation plus stricte, d'une surveillance accrue et d'une formation complète du personnel pénitentiaire afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir. Les victimes d'abus, comme Thompson, méritent justice, soutien et un système qui donne la priorité à leur sécurité et à leur bien-être. Alors que la communauté est confrontée aux conséquences de ce scandale, il est essentiel que des mesures soient prises pour rétablir la confiance et faire en sorte que des incidents de ce type ne soient pas balayés sous le tapis. Les voix des victimes doivent être entendues et des changements systémiques doivent être mis en œuvre pour empêcher de nouveaux abus de pouvoir au sein du système judiciaire. La décision du tribunal concernant la scandaleuse liaison entre Stephen Harris et Emma Thompson a laissé la communauté incrédule et suscité une vague d'indignation. Malgré les preuves accablantes contre Stephen Harris, notamment les témoignages d'autres détenus et les images de surveillance montrant son comportement inapproprié, le tribunal l'a condamné à une peine avec sursis et à des travaux d'intérêt général. Cette sanction clémente a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la capacité du système judiciaire à protéger les personnes vulnérables et à faire en sorte que les personnes en position de pouvoir soient tenues responsables de leurs actes. Centre correctionnel, Edna Mahan, 2 femmes incarcérées au centre correctionnel. Edna Mahan ont eu des relations sexuelles consenties avec un détenu transgenre. En conséquence, les 2 femmes sont tombées enceintes, ce qui a provoqué une onde de choc dans la prison et au-delà. La première détenue, Sarah Johnson, était une femme de 28 ans qui purgeait une peine pour des délits liés à la drogue. Sarah était incarcérée depuis plusieurs mois, ses journées étant rythmées par la monotonie et le rappel constant de ses erreurs. Elle était loin de se douter que sa vie allait prendre un tournant inattendu. La deuxième détenue, Lisa Thompson, était une femme de 32 ans qui, comme Sarah, purgeait une peine pour des délits liés à la drogue. Lisa était également enfermée dans la même prison pour femmes depuis plusieurs mois, ses espoirs d'un avenir meilleur s'évanouissant peu à peu. Les 2 femmes étaient résignées à leur sort, ignorant les circonstances extraordinaires qui les attendaient. C'est au cours d'examens médicaux de routine que Sarah et Lisa ont reçu la nouvelle choquante. Elles étaient enceintes. Lorsque la nouvelle s'est répandue, les autorités pénitentiaires ont immédiatement lancé une enquête pour découvrir la vérité sur ces grossesses inattendues. L'enquête a révélé un élément surprenant. Un détenu transgenre qui avait subi une opération de changement de sexe avait été transféré dans la prison pour femmes. Cette personne, dont l'identité reste confidentielle, était responsable de la grossesse de Sarah et de Lisa. Cette révélation a suscité de vives inquiétudes quant à la sécurité du système pénitentiaire. Elle a également déclenché un vif débat sur les politiques et les procédures entourant le placement des détenus transgenres. Les détenus transgenres doivent-ils être logés avec des personnes du sexe biologique opposé? Quelles mesures devraient être mises en place pour éviter que de tels incidents ne se produisent? Les autorités pénitentiaires n'ont pas tardé à prendre des mesures. Le détenu transgenre a été rapidement transféré dans un autre établissement et des mesures ont été prises pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Mais les questions et les controverses entourant cet événement sans précédent perdurent. L'annonce du scandale de l'imprégnation a déclenché un vif débat sur le placement des détenus transgenres dans le système pénitentiaire. Beaucoup se sont interrogés sur l'opportunité de loger des personnes transgenres avec des personnes du sexe biologique opposé, compte tenu notamment des risques potentiels et des complications qui peuvent en résulter. Les partisans de l'hébergement des détenus transgenres en fonction de leur identité de genre font valoir qu'il s'agit de respecter leurs droits et d'assurer leur sécurité. Ils estiment que les personnes transgenres doivent être placées dans des établissements qui correspondent à leur identité de genre, quel que soit leur sexe biologique. Ils affirment que le fait de refuser aux détenus transgenres l'accès à des installations correspondant à leur identité de genre peut conduire à la discrimination, au harcèlement et à une vulnérabilité accrue à la violence. D'autre part, les opposants à l'idée de loger les détenus transgenres avec des personnes du sexe biologique opposé soulèvent des questions de sécurité et d'équité. Ils affirment que les différences biologiques entre les hommes et les femmes peuvent présenter des risques et des défis dans un environnement carcéral. Ils s'inquiètent des risques d'agression sexuelle,
d'exploitation et de violation du droit à la vie privée des détenus transgenres et cisgenres. Les autorités pénitentiaires sont désormais confrontées au défi de réévaluer leurs protocoles et de procéder aux ajustements nécessaires pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. La sécurité des détenus doit être une priorité, tout en tenant compte des droits et des besoins des personnes transgenres. Cet incident a également suscité un débat plus large sur le traitement et le soutien dont bénéficient les détenus transgenres. Les défenseurs de cette cause plaident en faveur d'un meilleur accès aux soins de santé, aux services de santé mentale et au traitement d'affirmation du genre au sein du système pénitentiaire. Ils soulignent l'importance de créer un environnement inclusif et favorable pour les personnes transgenres qui purgent leur peine. Si le scandale de l'imprégnation a suscité des débats et des discussions, il est important de ne pas négliger le parcours personnel des deux détenues au centre de cet incident choquant, Sarah et Lisa. Alors qu'elles vivent leur grossesse à l'intérieur des murs de la prison, elles sont confrontées à des défis et des incertitudes uniques. Sarah et Lisa ont toutes deux reçu le soutien des autorités pénitentiaires qui ont reconnu la nécessité d'une prise en charge spécialisée pendant leur grossesse. Des professionnels de la santé ont suivi de près leur état de santé et leur ont prodigué des soins prénataux afin de garantir le bien-être des futures mères et de leurs enfants à mettre. Sarah et Lisa ont trouvé du réconfort en se rapprochant l'une de l'autre. Elles ont tissé des liens, partageant leurs espoirs, leurs craintes et leurs rêves pour leurs enfants. Leur amitié est devenue une source de force et de soutien alors qu'elles naviguaient sur le territoire inconnu de la grossesse en prison. Le scandale a également suscité un débat plus large sur le traitement et le soutien dont bénéficient les détenus transgenres. Il a souligné la nécessité d'évaluer et d'améliorer en permanence les politiques et les procédures afin de garantir la sécurité, la dignité et le bien-être de tous les individus au sein du système pénitentiaire. Centre pour les femmes du New Jersey. Passons maintenant à l'incident troublant qui s'est déroulé entre les murs d'une prison pour femmes dans le New Jersey. Pendant les semaines qui ont précédé l'incident, le personnel de la prison pour femmes de New Jersey a été victime d'une série d'attaques violentes. Ces agents correctionnels, chargés de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité du personnel et des détenus, vivaient dans un état constant de peur et de vulnérabilité. Mais le personnel n'était pas le seul à souffrir. Les prisonniers eux-mêmes ont été victimes de mauvais traitements et d'abus, ce qui a alimenté les tensions croissantes au sein de l'établissement. Les rapports faisant état de harcèlement physique et verbal, de privation de produits de première nécessité et de traitements déshumanisants sont devenus alarmants. La prison était devenue un terrain propice à la frustration, à la colère et au désespoir. L'absence de contrôle et de responsabilité appropriée a permis à un environnement toxique de se développer, où la dynamique du pouvoir était faussée et où les personnes vulnérables étaient laissées sans défense. Au fur et à mesure que la pression montait, il était clair que quelque chose devait changer. L'incident qui allait ébranler la prison ne demandait qu'à se produire. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que les tensions atteignaient un point d'ébullition, les caméras de surveillance vont capturer un moment de défi à l'intérieur des murs de la prison. Une prisonnière, dans une tentative malencontreuse d'exprimer sa frustration, a jeté un liquide inconnu sur les agents pénitentiaires. Bien que cet acte soit certainement inapproprié, il s'agissait d'un appel désespéré à l'attention, mettant en évidence la frustration profonde qui régnait dans l'établissement. En réponse à l'incident, les agents pénitentiaires ont affirmé avoir été la cible d'urines et d'excréments, ce qui a encore aggravé la situation déjà tendue. Cet incident est devenu le catalyseur d'une série d'événements qui allait changer à jamais la vie des personnes concernées. Tard dans la nuit, une équipe d'officiers en tenue anti-émeute s'est introduite dans les cellules des femmes. Les prisonnières, prises au dépourvu et craignant pour leur sécurité, se sont retrouvées face à un groupe d'individus armés et agressifs. Il s'en est suivi une série de rencontres que l'on peut qualifier de cauchemardesques. Les agents correctionnels, dépassés par les tensions accrues et la menace perçue, ont eu recours à la force. Dans leur tentative de reprendre le contrôle, ils ont employé des tactiques excessives et brutales. Les détenus, déjà vulnérables et sans défense, sont devenus les victimes de cette force excessive. Une femme, Emily Dent, s'est retrouvée au centre de la colère des agents. Elle a été frappée à plusieurs reprises, son visage subissant le plus gros des coups. La force des coups de poing lui a laissé une commotion cérébrale, rappel douloureux de la brutalité qu'elle a endurée cette nuit-là. La douleur physique qu'elle a ressentie n'était qu'une fraction du traumatisme qu'elle porterait en elle pour le reste de sa vie. Vésiolée da Silva, une autre détenue, a subi une fracture de l'os orbital lors de cette violente rencontre. La force de l'agression des officiers lui a laissé un souvenir physique permanent des horreurs qu'elle a vécues. Son visage, autrefois sans tache, porte désormais les cicatrices de la brutalité qui lui a été infligée. Mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Adjia Manson, au cours d'une fouille corporelle, a déclaré avoir été agressée sexuellement par l'un des officiers. La violation qu'elle a subie a ajouté une nouvelle couche de traumatisme à une situation déjà cauchemardesque. Les personnes qui étaient censées protéger et faire respecter la loi
étaient devenus les auteurs d'actes inqualifiables. Ray Hollings, dans une tentative désespérée de se protéger de l'assaut, a reçu des coups de pied à la tête et a été étranglé. Les agents n'ont fait preuve d'aucune pitié, lui infligeant douleur et terreur. Les blessures physiques qu'elle a subies témoignent de la force excessive utilisée contre elle, la laissant meurtrie et à bout de souffle. Les vidéos de ces incidents étaient difficiles à interpréter, peut-être même intentionnellement obscurcies pour cacher l'ampleur réelle de la force excessive utilisée par les agents. Il s'agissait d'une tentative délibérée de dissimuler leurs actions et d'éviter de rendre des comptes. Les personnes mêmes qui étaient censées protéger et servir étaient devenues complices d'un cycle de violence et d'abus. À la suite de l'incident, une enquête approfondie a été lancée afin de découvrir la vérité et d'amener les responsables à rendre des comptes. Les preuves ont été soigneusement examinées afin de déterminer les actions des agents correctionnels et l'étendue de leur implication dans l'usage de la force. Il s'est avéré que certains agents avaient effectivement agi en dehors des limites de leur formation et de leur protocole, faisant un usage excessif de la force à l'encontre des détenus. S'il est vrai que certains agents pénitentiaires ont déposé de faux rapports pour tenter de dissimuler leurs actes, il est important de noter que tous les agents n'ont pas adopté un tel comportement. La majorité des agents pénitentiaires sont des professionnels dévoués qui respectent la loi et accordent la priorité à la sécurité et au bien-être du personnel et des détenus. En outre, l'incident a mis en évidence la nécessité urgente d'une réforme globale du système pénitentiaire. Il est essentiel de s'attaquer aux problèmes systémiques qui ont permis au mauvais traitement, aux abus et aux dissimulations de persister. En mettant en œuvre des changements significatifs, nous pouvons œuvrer à la création d'un système pénitentiaire qui respecte les principes de justice, de réhabilitation et de respect des droits de l'homme. Pour Roi de Bréhaillon, c'est par un après-midi ensoleillé de 2015 que Roi de Bréhaillon, une institutrice afro-américaine, s'est retrouvée au centre d'une rencontre terrifiante avec la police à Austin, au Texas. Elle était loin de se douter que ce contrôle routier de routine allait bientôt bouleverser sa vie et déclencher une tempête de controverses. Alors que King roulait sur la route, totalement inconsciente des événements qui allaient se dérouler, elle a remarqué les gyrophares d'une voiture de police dans son rétroviseur. Prudente, elle s'est arrêtée, s'attendant à un échange de routine avec l'agent. Cependant, ce qui s'ensuivit fut loin d'être routinier. L'officier, Brian Lichter, s'est approché du véhicule de King, son comportement étant déjà tendu. Sans avertissement ni provocation, il a ouvert avec force la portière de la voiture et a commencé à faire sortir King de son véhicule. La soudaineté et l'agressivité de ses actions ont laissé King stupéfaite et confuse. Dans une démonstration choquante de force excessive, Richter a jeté King au sol avec une telle intensité qu'elle l'a laissé dans un état de choc et d'incrédulité. L'impact de la chute l'a ébranlée et elle a eu du mal à comprendre ce qui se passait. Mais la brutalité ne s'est pas arrêtée là. Richter, apparemment animé d'une rage inquiétante, a commencé à jeter King au sol une fois de plus, aggravant ainsi l'agression physique. La force de ses actions a laissé King dans un état de choc et de peur, incapable de comprendre pourquoi elle était traitée avec une telle violence. Pendant toute la durée de l'incident, Madame King est restée docile et coopérative, sans jamais représenter une menace pour les agents. Pourtant, la force utilisée contre elle était totalement disproportionnée par rapport à la situation. Il s'agissait clairement d'un abus de pouvoir et d'une violation de ses droits. À l'insu de King et des officiers, l'ensemble de la rencontre a été filmé par la caméra du tableau de bord de la voiture de police. Cet élément de preuve crucial deviendra plus tard la pièce maîtresse de la bataille juridique qui s'ensuivra. Au fur et à mesure que la vidéo circulait, la nature choquante de l'arrestation est devenue évidente pour le public. Les images graphiques de King jeté au sol comme un vulgaire poupon ont touché une corde sensible chez des personnes de tous horizons. Elles rappellent brutalement les problèmes profondément enracinés de brutalité policière et de préjugés raciaux qui continuent d'affliger notre société. La combinaison d'une force excessive et de préjugés raciaux a provoqué une onde de choc dans la communauté et dans le pays. L'incident est devenu un cri de ralliement pour la justice, déclenchant une vague de protestations et de manifestations où les gens sont descendus dans la rue pour exprimer leur indignation et exiger que les agents imputés rendent des comptes. L'arrestation de Brian King a été un signal d'alarme pour la communauté et la nation. Elle nous a obligés à nous confronter à des vérités gênantes sur le traitement des Afro-Américains par les forces de l'ordre et sur le besoin urgent de réforme. La lutte pour la justice ne faisait que commencer et l'histoire de Brian King allait devenir un puissant catalyseur de changement. Des protestations et des manifestations ont éclaté dans tout le pays, les gens descendant dans la rue pour exprimer leur indignation et demander justice pour Brian King. L'intensité de l'arrestation et la frénésie médiatique qui s'en est suivie ont mis en lumière la nécessité d'un changement systémique au sein du système de justice pénale. Cet incident a obligé la société à se confronter à des vérités gênantes sur le traitement des Afro-Américains par les forces de l'ordre.
Il est apparu clairement que l'arrestation de Brian King n'était pas un incident isolé, mais plutôt le symptôme d'un problème plus vaste auquel il fallait s'attaquer. La réaction du public à l'arrestation de Brian King a été massive. Des personnes de toutes origines et de toutes communautés se sont solidarisées, unies dans leur demande de justice, contre les brutalités policières et les préjugés raciaux. Les militants et les organisations ont profité de l'occasion pour sensibiliser le public aux problèmes systémiques qui perpétuent l'injustice au sein de notre société. Ils ont appelé à des réformes globales des pratiques des forces de l'ordre, notamment à une plus grande responsabilisation, à une meilleure formation et à une réévaluation des politiques de recours à la force. L'agent Brian Richter, principal auteur de l'arrestation violente, a dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a été licencié du service de police pour son usage excessif de la force, une décision dont il fait actuellement appel. Le licenciement de M. Richter a envoyé un message fort, à savoir qu'un tel comportement ne serait pas toléré. Dans une décision unanime, le conseil municipal a approuvé un règlement de 425 000 $ à verser à Brian King, reconnaissant le préjudice qu'elle a subi et la nécessité d'une restitution. Ce règlement n'est pas seulement une solution financière, c'est aussi un geste symbolique de la part de la ville qui reconnaît la faute commise et fait un pas en avant vers la guérison des blessures causées par l'arrestation violente. Cet incident a conduit à une réévaluation des pratiques des forces de l'ordre et à un engagement renouvelé en faveur de la responsabilité et de la transparence. Il est apparu clairement qu'un changement était nécessaire et des mesures ont été prises pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et la communauté. Ces incidents appellent à des réformes et à un engagement renouvelé en faveur du respect des normes les plus élevées de professionnalisme au sein du système pénitentiaire. Cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran pour en savoir plus.